Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette session du monitoring des applications .NET et Java avec Operation Manager, en l'occurrence System Center Operation Manager 2012 SP1. Je suis accompagné de trois spécialistes, Yann Guinch à ma droite, MVP SCOM, Jean-François Béringuet aussi MVP, et on a amené un troisième larron en la personne de Guillaume Belmas, qui lui a la vision développeur et un pur développeur. Donc ça aura le côté intéressant de vous montrer un petit peu. Les deux premiers vont faire des démos sur l'aspect en fait quelle est la vision du côté IT, et Guillaume présentera en fait sa vision à lui de l'utilisation de l'outil sur un aspect développeur. Donc pour pas passer trop de temps, on a fait quelques slides. Donc je vais vous présenter les slides et ils vous feront des démonstrations sur l'ensemble du produit. D'abord, avant toute chose dans la salle, quelle est on voudrait juste savoir la population. Est-ce qu'il y a des développeurs parmi vous? D'accord. Voilà, donc vous avez un collègue qui est au bout de la scène. Vous pouvez lever le bras plus haut, il n'y a pas de honte. Ça arrive à des gens très bien. Donc l'agenda, effectivement, je vais faire moi une petite introduction et où vous feront des démonstrations. Donc rappelez les nouveautés sur la partie SCOM 2012 SP1 et un petit peu d'architecture sur comment ça fonctionne. Et puis derrière, beaucoup de démos. Donc en gros, ça va être assez rapide sur le volet présentation. Donc en rappelant tout d'abord les préalables sur l'introduction et le positionnement par rapport au cloud, où quand on part de l'interface utilisateur, en fait, ce qu'on attend l'utilisateur en général, c'est d'avoir un portail self-service pour pouvoir accéder à ses applications, gérer ses demandes. Bien entendu, ça sous-entend que derrière, on ait modélisé le service pour qu'on puisse, au travers des automatismes, aller derrière le déployer dans l'infrastructure, donc s'appuyer sur les outils de configuration et déploiement pour aller déployer sur les environnements, que les environnements soient du cloud public, du cloud privé, des environnements physiques ou virtuels. Et que bien sûr, en retour de ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura déployé les applications souhaitées par nos utilisateurs, on puisse leur renvoyer vers eux le résultat de ce qui a été produit, c'est-à-dire le côté surveillance-exploitation qu'on renverra vers l'utilisateur. Pour couvrir en fait l'ensemble de ces besoins, on le couvre avec la suite System Center qu'on a illustrée ici au travers de modules à l'intérieur de la suite. Donc aujourd'hui, la suite est commercialisée en tant que suite et elle inclut l'ensemble des modules que sont Virtual Machine Manager, Operation Manager sur lequel on va s'étendre bien sûr plus dans cette session, Configuration Manager, Data Protection pour le volet sauvegarde et les deux du côté interface utilisateur avec App Controller plutôt une délégation par quota interne à l'IT alors que Service Manager qui est une pure offre-IT, gestion des incidents, gestion des assets, catalogue de services, aura lui une vision plutôt catalogue de services vers l'utilisateur. Il y a des sessions propres à ces différentes parties pendant les Tech Days. Donc là, on va adresser la partie opération et dans la partie opération, essentiellement, le monitoring des applications .NET et Java. Juste en rappel de ce qui est Operation Manager 2012 SP1, les nouveautés. En général, en préambule, la première nouveauté, et c'est vrai pour tous les produits de la suite, à partir du SP1, tous supportent Windows Server 2012 et SQL 2012. Alors la majorité le supportait déjà, c'est-à-dire que SCOM monitorait déjà du Windows Server 2012 et SQL Server 2012, juste avec le SP1, on supporte qu'il soit installé sur un SQL 2012 et un serveur 2012. C'est vrai pour l'ensemble de la suite. Donc je dis ça, c'est le premier rapport du SP1 pour la globalité. Après, pour chacun d'eux, et là en l'occurrence pour la partie SCOM, on va trouver un certain nombre d'améliorations sur l'aspect infrastructure avec des améliorations de surveillance, la surveillance du stockage, la surveillance de la partie fabrique VMM. On retrouve aussi le monitoring du switch intégré de VMM. On dit en général 2012 Operation Manager 2012 amenait le monitoring des switches, juste on voyait pas nos propres switches internes de VMM aujourd'hui ou de la partie Virtu. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec le SP1. On voit nos propres switches, bien évidemment. Dans les choses importantes, et Yann en fera une partie de la démo, la partie Global Service Monitoring ici, qui couvre l'idée que vous puissiez monitorer des applications de chez vous par des sondes qui rejouent des scénarios qui sont sur les data centers Microsoft dans le monde. Donc d'avoir un retour d'information de quel est le temps d'accès à votre application depuis un centre qui est au Texas, en Asie, etc.
Un certain nombre d'améliorations aussi, en particulier sur la partie APM où on a réintégré, l'historique du développement application est arrivé par le rachat d'un de nos partenaires qui s'appelait Avicode, et donc c'est la réintégration des modules d'Avicode dans la suite, avec un certain nombre de réintégrations qui n'avaient pas été faites dans le premier palier, qui était l'intégration avec Opération Manager 2012. Donc des ajouts ont été ramenés avec le SP1. Du côté présentation, on va retrouver aussi la partie ici qui est appelée 360 dashboard. Le 360 dashboard, je pense que Yann vous le montrera, c'est une vision un petit peu globale de l'applicative avec le côté son de client, les performances, etc. Donc à partir d'une application distribuée qu'on a construite, on va vous en faire un dashboard qui est un dashboard assez complet. Dans les nouveautés, toujours, on va retrouver un certain nombre d'extensions. Donc 2007 R2 avait amené des agents pour Unix et Linux, avec les 3 Unix du marché, AX, Solaris, HP, UX, et les deux gros Linux qui étaient SUSE et Red Hat. On ramène aujourd'hui 4 nouveautés avec Ubuntu, Debian, CentOS et Oracle Linux. Donc les 4 font maintenant partie des agents qui sont disponibles pour le monitoring avec SCOM. Donc ça fait partie des nouveautés SP1. Donc GSM, juste on a laissé des slides dedans, ça vous permettra de les avoir si vous récupérez la présentation, mais je vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Yann va vous le montrer dans la deuxième partie de sa démo. Et l'idée, c'est bien d'avoir des sondes, en fait, rejoint un scénario web que vous puissiez déporter sur un des, alors de tête, ça doit être 12 ou 13 data centers. 15, voilà, qui sont répartis dans le monde. Donc, quand vous le configurez, vous décidez de où vous allez mettre vos sondes. Et donc, vous aurez le retour, typiquement, de ce qu'on voit là, mais Yann va vous le montrer directement en démonstration, ça sera plus parlant, mais ça permettait de conserver quelques copies d'écran dans cette présentation. La topologie du monitoring.NET est basée sur, vous reconnaissez à peu près ici, j'imagine, l'architecture, avec les 2 bases importantes d'Operation Manager que sont sa base opérationnelle et sa base de reporting. Donc ça, c'est le côté un petit peu historique. La partie ici qu'on appelle action d'écriture, qui est en fait le serveur SCOM, on va dire traditionnel, hein, le management de serveur maintenant. Et puis on va retrouver à côté ici sur la partie droite les interfaces de serveurs qui s'appellent Diagnostic et Advisor. Et c'est ceux sur lesquels, en gros, donc ils sont installés. En fait, il n'y a pas d'install particulière. Quand vous installez SCOM à partir de 2012 et qui plus est 2012 SP1, ces composants sont installés sur le même serveur que le serveur SCOM automatiquement. Donc il n'y a rien de particulier à faire. Et en particulier, c'est ces serveurs-là qui vont faire la liaison entre l'IT et le développement. C'est-à-dire que typiquement, nous, vu du côté IT, on va se servir de l'interface de la console SCOM, et cette partie-là pourra être utilisée par le développement direct. C'est pourquoi on a demandé à Guillaume de venir et de nous présenter un petit peu comment lui utilisait cette partie-là, purement sur un volet purement développeur. Donc ça va être le côté intéressant de montrer la liaison entre les deux, c'est-à-dire la vision du développeur dans cette interface-là, et bien sûr, dans la partie gauche, on retrouve les agents, et donc, de la même façon que quand on poussait historiquement un agent SCOM, on poussait en même temps la partie log de sécurité qu'on appelle l'ACS, qui n'était pas activé par défaut. Maintenant, depuis 2012, quand vous poussez un agent SCOM, il y a en fait 3 composants. L'agent SCOM proprement dit, l'agent ACS qui existe toujours, et donc un agent App Manager pour le monitoring des applications. Donc pareil, il n'est pas activé par défaut. Derrière, c'est de la configuration pour l'activer. Je veux dire, il n'y a pas de reconfig particulière à faire pour monitorer ces applications, si ce n'est que passer dans les wizards pour déclarer les applications, lesquelles on monitore, etc. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'agents spéciaux à déployer. Ils sont déployés en même temps. Donc ça va vous donner derrière un certain nombre de tableaux. À nouveau, on a mis ce slide-là pour récupérer une vision un petit peu globale, mais bien sûr, mes collègues vont vous montrer comment faire tout ça. Pour le monitoring J2E, en fait, ici, on retrouve un pur développement. Donc, je disais, en fait, le monitoring.NET est issu du rachat d'une société qui s'appelait Avicode. Donc, c'est bien l'héritage de cette partie-là. Alors qu'ici, c'est un pur développement pour monitorer les applications J2E, donc qui sont les 4 traditionnels, Tomcat, JBoss, WebSphere et WebLogic. Hein. Donc ça, c'est un pur dev pour monitorer l'ensemble de ces applications. Et cette partie-là, c'est Jean-François qui vous fera une démo sur cet aspect du monitoring. L'architecture ici est un petit peu différente.
Donc on rajoute pas de fonctionnalité serveur. En revanche, on a développé ce qu'on appelle ici en PAL le JMX Extender. Et le JMX Extender, c'est la liaison avec les logs internes à Java pour lesquels on présente un web service et l'agence COM va interroger ce web service. Donc la partie ici marquée JMX Extender fait partie du développement Microsoft en plus du management pack qui va avec. Hop. Donc puisqu'on a dit qu'on passait peu de temps sur le volet présentation et plus sur la partie démo, donc je vais passer la main maintenant, ou la parole en tous les cas, à Yann Guinche qui va vous faire une partie monitoring, donc qui inclut le côté purement .NET et la partie GSM. Tu veux que je fasse une démo? Oui, ça sera bien. J'en ai déjà fait avant, tu te souviens, depuis le début de TechGlaze. Hein. C'est vrai. Sauf que quand je faisais les démos avant, je les faisais comme ça, quoi. Mais ça, c'était avant. Alors, donc pour superviser nos applications .NET, Operation Manager met à notre disposition plusieurs composants, merci. C'est un peu mieux comme ça. Et on commence par ici, là, dans la section authoring qui permet de développer des règles et des nouveaux moniteurs. On a un certain nombre de templates qui intéressent la partie développement .NET. Ici, premièrement, donc le premier objet, c'est le .NET Application Performance Monitor. On a également ici le Web Application Availability Monitor qui va nous permettre de tester, de consommer en fait l'URL d'une application depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur, donc depuis le cloud Azure, soit depuis un test d'URL simple, soit depuis un test fabriqué depuis un web test Visual Studio. Et puis pour finir de boucler la boucle et de faire un pont entre l'IT et le développement, eh bien on a une synchronisation possible entre Operation Manager et Team Foundation Server. Donc on commence par pour développer la supervision de l'application .NET, on commence par installer le management pack de ZIS qui va découvrir et qui va monitorer les sites web de ZIS, mais qui va aussi découvrir toutes les applications .NET. Et ensuite, donc on a un petit wizard qui va nous permettre de dire quels sont les composants que l'on veut superviser. Donc en fait, il va trouver tous les composants .NET qui ont été récupérés donc, par les découvertes du management pack de ZIS. Et on va donc pouvoir déclarer certains seuils côté donc serveur, donc certains seuils en termes de performance et en termes de nombre d'exceptions, donc de façon simple ou un peu plus sophistiquée en rajoutant alors des namespaces et des méthodes. Mais c'est plutôt Guillaume qui pourrait nous en parler. Mais complètement, j'en parlerai tout à l'heure. D'accord, ok, parce que là je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là. Et puis de la même façon, donc on peut superviser la partie client, et là encore c'est Guillaume qui vous en parlera, donc par injection de code Java dans nos pages clients. Une fois qu'on a exécuté ce petit assistant, donc ce qui se passe c'est qu'on a nos composants .NET qui sont supervisés, et tout de suite ce que fait Operation Manager, c'est que dans la partie monitoring, il crée dans le dossier Application Monitoring, il crée un premier dashboard sur les applications .NET où on voit donc la disponibilité de chaque application, les temps de réponse, le nombre d'échecs de performance ou d'exceptions. Et puis il crée également un dossier. Oups, si je mets la souris au bon endroit. Il crée également donc un dossier par application où je vois tous les composants de l'application, donc ça dépend du type d'application que je supervise. Ici, j'ai juste un web service WCF, et sur cette application qui est un peu plus complète, j'ai d'autres composants qui sont supervisés. Et donc, j'ai des vues qui sont créées automatiquement pour mes applications. Ensuite, je vais pouvoir compléter cela donc, en créant des tests, des vues côté client. Donc je vais consommer donc une URL depuis un serveur témoin qui peut être, donc là ici j'ai une URL qui sont quelques blogs voilà, à nous, de collègues. Et je vais dire d'où est-ce que je supervise ces URL. Donc j'ai des tests internes ici qui sont des serveurs qui ont des agents Operation Manager, donc qui sont dans mon infrastructure. Et si mon application est publiée sur Internet, je peux également tester les mêmes URL depuis le cloud Azure. Donc ici j'ai sélectionné des points externe. Donc on peut retrouver ici tous les points qui sont disponibles actuellement dans le cloud de Microsoft. Donc on en a une quinzaine qui sont sur tous les continents. Donc on va juste déclarer donc ces tests-là. On peut faire quelques petites configurations comme on le faisait avant sur les tests web d'Operation Manager, donc avec la fréquence des tests, avec ce que l'on veut considérer comme une erreur, par exemple un status code supérieur à 400.
et avec donc les compteurs que l'on veut récupérer, donc le temps global de la transaction, le temps de résolution DNS, donc on a tout un tas de métriques que l'on peut ajouter. Et puis également, donc s'il y a un proxy à passer, on peut également changer des HTTP headers, par exemple si je veux, je sais pas, court-circuiter un cache ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a fait tout cela, hop, on verra cet écran après. Donc on a une première vision des tests. Alors je vais d'abord commencer par vous montrer les tests, les dashboards qui sont créés automatiquement. Donc on a ce premier dashboard qui est créé automatiquement, donc qui donne la vue des tests web faits à la fois depuis le cloud Azure et depuis l'interne. Donc ici on a un point de test qui est situé ici donc à Los Angeles. Donc on teste et on voit le dernier temps de transaction, donc des différents blocs supervisés. Et ici, c'est un test interne. Alors, il est situé, vous l'avez reconnu ici, bien sûr, à Bora Bora. C'était évident, mais... alors, comment est-ce que j'ai fait pour faire apparaître mon serveur qui, en fait, n'est pas à Bora Bora, mais dans la bonne ville de Toulouse? C'est simplement que dans Operation Manager, on peut, par quelques commandes PowerShell, associer des coordonnées GPS à un agent ou un serveur de management, ce qui le fait apparaître sur la carte quand il exécute des tests web. Et donc, pour chaque URL testée, j'ai effectivement ce type de dashboard. Et j'en ai un autre qui est un peu plus complet. Celui-là, c'est le dashboard graphique. Mais j'ai le dashboard un petit peu détaillé des mesures des tests web de mon application, où je vois effectivement la disponibilité donc, de certains blogs. Et je vois donc les différents métriques, le temps de résolution DNS, le temps de transfert du contenu, le temps de transaction globale. Autre dashboard donc réalisé par Operation Manager, donc c'est un summary dashboard donc par application où je vois à la fois donc la partie de l'application distribuée que j'ai créée qui contient tous les composants .NET, le site web, les bases de données, les vues côté client. Je vois ici, je retrouve mes mesures de performance depuis Global Service Monitor. Et puis je retrouve la supervision de tous les composants .NET ici. Et puis donc des temps de réponse. Alors ça dépend après des applications. Donc il y a plusieurs métriques selon les types d'applications que vous avez supervisées. Et puis les quelques alertes qui peuvent être liées à l'application. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une alerte ? Alors, le dernier dashboard, c'est un autre dashboard aussi qui est allié à la supervision des applications, mais pas que. C'est la possibilité que l'on a avec Operation Manager de créer des service level, donc de se donner un objectif de service qui peut être un objectif de service de disponibilité ou de performance, comme par exemple le temps de chargement d'une page. Et donc, toutes les mesures sur lesquelles je fais des SLA sont intégrées dans un dashboard et donc sont visibles sur le même dashboard, que ce soit des mesures complètement internes de mes composants internes ou des mesures faites depuis le Cloud Azure via Global Service Monitor. Donc je retrouve à chaque fois mon objectif, là où j'en suis par rapport à mon objectif, et la tendance depuis les X temps, donc ici c'est depuis 4 heures. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une alerte? Alors, je vais fermer un peu de fenêtres parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Alors j'ai demandé à un développeur de faire une application qui fait des bugs. Alors, il m'a dit, je fais comme d'hab. Et je dis non, je voudrais qu'elle fasse des bugs quand je le veux, à la demande. Donc, il suffit de cliquer, ça fait quelques bugs. Donc on va lancer des exceptions au niveau du code, au niveau des transactions SQL, voire même faire quelques autres erreurs de performance. Voilà, donc on va le laisser terminer. Donc une fois que j'ai fait cela, donc j'ai des alertes qui arrivent dans Operation Manager, donc qui viennent du composant de supervision .NET qui est en fait installé sur tous les agents Operation Manager, mais qui est désactivé par défaut et qui s'active dès lors que je souhaite monitorer une application .NET. Donc là ici, je retrouve mes alertes dans la console Operation Manager. Et j'ai ici une autre partie
que nous présentera plus Guillaume, qui est vraiment une partie interne, qui là va commencer franchement à parler aux développeurs et beaucoup moins à l'IT, où là je vais aller vraiment à l'intérieur de mes problématiques de développement, jusqu'à la ligne de code qui va bien. Et si j'ai Visual Studio, d'ailleurs je peux aller encore un peu plus loin, mais ça c'est Guillaume qui vous montrera cela. Par contre, donc qu'est-ce que je fais moi dans l'IT une fois que j'ai une alerte comme ça à laquelle je ne comprends rien du tout? J'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de créer des vues dans Operation Manager, donc une console simplifiée avec des profils en fait, et de permettre aux développeurs d'accéder directement à Operation Manager et de ne voir que la partie qui concerne les applications. L'autre possibilité, c'est de continuer à diagnostiquer depuis Operation Manager, et j'ai plusieurs possibilités pour cela. La première consiste à démarrer une session de Collect IntelliTrace. On vous donnera plus de détails. Donc, je vais démarrer une session de Collect, ici. Donc, mon agent APM va commencer à collecter des informations sur l'application. Donc, je peux à nouveau essayer de refaire mon scénario qui a provoqué l'erreur. Et une fois que j'ai ma collecte qui a été faite, je vais la récupérer dans Operation Manager. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les fichiers le fichier de collecte va être transféré donc depuis l'agent APM qui exécute l'application vers le serveur Operation Manager. Et il va être stocké dans un dossier partagé. Donc je vais arrêter la trace de façon à ne pas charger mon serveur. Et une fois que c'est fait, ce que je peux faire, c'est donc modifier l'alerte, cette resolution state, et l'assigner au développeur. Et lorsque je fais ça, ce qui se passe, c'est que cela crée un lien entre Operation Manager et l'environnement dans lequel travaillent les développeurs, qui est Team Foundation Server. Donc en fait, l'alerte Operation Manager va être transformée en work item dans TFS. Ça prend un petit peu de temps à faire. Au bout d'un certain temps, donc je vais récupérer une autre tâche ici dans Operation Manager qui va m'ouvrir directement le work item dans l'interface web de TFS. Alors on va peut-être pas attendre parce que ça va prendre un petit peu de temps. Tu me dis si je suis OK pour le timing. D'accord, donc on ne va pas attendre. Et je vais basculer moi-même avec mes petites mains dans Team Foundation serveur. Alors, pendant que tu charges, IntelliTrace, c'est l'outil magique pour les développeurs. Donc, vu qu'on a une population fortement IT, si vous fournissez des fichiers IntelliTrace à un développeur avec des données qui proviennent de l'environnement de production, il sera d'autant plus efficace pour corriger les bugs. Parce que nous, en tant que développeurs, finalement, quand ça marche sur notre machine, on est content et puis on s'arrête là. Généralement, si on est un peu plus appliqué, on va tester en environnement d'intégration, etc. Mais un environnement de production, c'est jamais la même chose. Du coup, récupérer des fichiers IntelliTrace, c'est du bonheur parce qu'on a les vraies données qui ont été utilisées dans l'environnement de prod et on peut reproduire les bugs et mieux les corriger. Et en plus, ça arrive dans TFS, c'est génial. Donc là, voilà, ça arrive dans TFS, donc c'est transformé en work item. Quel que soit le template qu'on a utilisé dans TFS, en fait, ça crée un work item de type qui n'existe pas de base dans TFS, qui s'appelle Operational Issue. Et donc, alors, c'est un petit peu difficile à voir à cause de la résolution limitée des vidéoprojecteurs, mais dans ce work item, je vais retrouver l'ensemble des informations que j'ai dans Operation Manager. Hélas, la résolution ne va pas permettre de faire ça. Oui, voilà. Donc, je retrouve la même alerte que dans Operation Manager. Et en attachment ici, je vais retrouver ma session IntelliTrace. Ici, je n'ai pas Visual Studio, mais je fais un double-clic. Si j'ai Visual Studio, à ce moment-là, ça va ouvrir la session IntelliTrace dans Visual Studio. Ce qui est intéressant là, c'est que ça permet de récupérer des informations pour les développeurs venant de serveurs qui sont donc effectivement en production, mais qui peuvent être très éloignés de l'environnement de développement. Typiquement, un serveur qui est dans une DMZ. Il va pouvoir être supervisé par Operation Manager. Operation Manager va superviser l'application et récupérer toutes les informations des alertes sur les applications .NET, y compris les sessions IntelliTrace, et les transmettre via le connecteur ATFS, donc dans l'environnement des développeurs. Pour aller plus loin encore, si vous avez un développement donc, qui est installé, qui est en production dans une entreprise, je peux récupérer donc des informations sur le TFS de l'entreprise, mais si l'application a été développée par un partenaire tiers, à ce moment-là, on peut connecter deux environnements TFS et reforwarder les work items jusqu'aux développeurs finaux. Donc on a vraiment un lien de bout en bout entre donc, la production et la partie développement, donc avec Operation Manager 2012 SP1.
Donc si je résous ensuite, le problème dans TFS, à ce moment-là, je peux avoir également, pardon, c'est tout à fait autre chose, je peux avoir un changement de l'état directement depuis TFS vers Operation Manager, donc c'est TFS qui va acquitter l'alerte dans Operation Manager. Voilà, donc on a maintenant un environnement très complet donc pour superviser l'ensemble de ces applications .NET et donc d'avoir à la fois donc des vues très précises sur l'intérieur des composants et puis à la fois une vue beaucoup plus synthétique par des dashboards donc qui vont me montrer une vision à 360 degrés de mes applications qui vont comprendre donc vraiment la supervision de bout en bout, c'est-à-dire tous mes composants, mes bases de données, mes serveurs web, mes composants .NET, mes applications web et donc la vue consommée des applications web depuis des serveurs témoins qui sont soit sur le réseau interne, soit avec Global Service Monitor dans le cloud à Azure. C'est bon, j'ai tout bon? Eh ben, je laisse la parole. Bien, donc le temps que merci Yann pour cette démo. Donc vous avez bien vu en fait l'intérêt de l'interface ici et de la liaison SCOM, c'est d'offrir cette double liaison, c'est-à-dire une vision du côté de l'IT et puis de passer la main derrière au développeur en lui passant un certain nombre d'informations qu'on a collectées d'abord du côté de l'IT. Donc ça va permettre en fait d'établir le lien entre les deux et c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure, on a demandé à Guillaume de nous expliquer après la vision du côté développeur parce que souvent quand on fait ces sessions-là, on le voit du côté de l'IT, mais il est important de voir ce qu'en pense le développeur à l'autre bout. J'en vois qui sourit devant. Jean-François. Donc Jean-François va faire la session sur la partie démonstration de la partie Java. C'est bon. Voilà, bah ouais, quand même. Excuse-moi. Donc supervision, supervision Java effectivement avec Jean-François Béringuet. Donc effectivement, donc la partie supervision Java, donc vous ne rêvez pas, vous êtes bien au TechDays, mais finalement je vais pas arrêter de parler de Linux, de Red Hat, de Tomcat, de JBoss, de J2E. Donc le challenge c'était quoi? C'était effectivement d'utiliser les évolutions apportées par Operation Manager 2012 pour aller superviser ces applications qui ont été développées donc sous J2E. Alors de la même manière que Yann, moi je suis forcément sur la partie IT. Donc ensuite, je suis allé voir les développeurs chez nous qui développent sous ces environnements-là pour dire, bon ok, maintenant on a des applications J2E, ils en développent à longueur de journée, qu'est-ce qui serait intéressant de monitorer et comment on peut mettre en place la supervision. Et en définitive, vous allez voir que, comme pour la partie .NET, on a déployé des management packs, on a un petit peu configuré et après derrière, tout est découvert et c'est quand même assez aisé de pouvoir démarrer donc une supervision de ces applications-là. Donc côté environnement, ici j'ai un serveur Linux qui est sous CentOS 6, qui est supervisé. Donc en gros, on a donc l'OS a été déployé et dessus on a poussé un agent. Donc là, il est supervisé de manière naturelle. Ensuite, sur cette machine-là, on a un serveur Tomcat. Et puis, histoire de pousser un petit peu le bouchon plus loin, on a aussi installé un JBoss. Donc l'idée étant de superviser ces deux applications. Pour cela, donc on dispose d'un certain nombre de management packs. Que l'on a ici déployés. Alors, ils sont... je vais les retrouver. Voilà, donc ici, on a un certain nombre de management packs, donc J2E, pour les environnements que Jean-Marie a cités tout à l'heure, donc la partie JBoss, Tomcat, WebLogic et WebCR. Ces management packs, de manière classique et traditionnelle, donc on les importe. Et à partir du moment où on va les importer, ce qui va se passer, c'est que dans la découverte, ici, on va retrouver... Alors, je vais aller sur la partie Tomcat, plutôt. Voilà. Ici, on va retrouver donc notre serveur. Il a bien été détecté comme étant un serveur Apache Tomcat. Et ça, donc, c'est la découverte qui a fonctionné. Et la première chose, donc ça, c'est la supervision de premier niveau. Il me dit que la partie Tomcat, elle est opérationnelle. Ce que l'on va faire ensuite, comme opération, c'est que sur cette machine-là, on va aller pousser l'application, donc le code dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, qui a été développé donc par Microsoft, qui va permettre d'aller interroger toute la partie JMX des applications J2E et de les présenter sous forme de web service de manière à ce qu'ensuite ce soit interprété directement par Operation Manager. Donc ce petit bout de code, ça s'appelle BeanSpy. En gros ici, lorsque je vais cliquer dessus, donc je sélectionne ma machine, je clique là-dessus, ce qu'il va faire simplement, c'est qu'il va me demander pour quel environnement je veux pousser cette application-là. Et cette application-là, il va me la déposer localement sur mon serveur Operation Manager. Ensuite, je prends cette application-là, donc c'est un fichier zip, et je vais aller le pousser sur mon serveur Linux dans le dossier qui va bien
pour déployer mon application. Donc une fois que c'est fait, on va se retrouver ici. Donc ici, on a bien un dossier dans la partie application. Donc on a un dossier ici qui s'appelle BeanSpy, qui va contenir tous les binaires que l'on a poussés pour déployer ce bout de code. À partir de là, l'application, elle est installée. Ensuite, il va falloir que j'active ce qu'on appelle la supervision en profondeur. Donc de la même manière, dans les tâches que j'ai ici, j'ai la possibilité donc d'activer cette supervision, alors soit en HTTP, soit en HTTPS. Le fait de faire ça, ça va directement configurer toute la partie pour aller collecter les informations qui sont remontées par les mbins dans l'application. Dès que cette opération-là a fonctionné, on va se retrouver ici dans le dossier Deep Monitored. Et là, il me trouve bien toujours mon application. Et il va commencer à me collecter un certain nombre d'informations en détail sur les JVM, sur l'environnement J2E. De la même manière, suite à ça, toujours dans la partie découverte, ici, il me trouve la liste de toutes les applications qui sont en train de tourner sur ce serveur-là. Donc pour faire ça, j'ai simplement eu à importer mes management packs, mais c'est quelque chose qu'on fait de manière traditionnelle sur Opération Manager, et à activer la supervision en profondeur sur ce serveur-là. À partir de là, il m'a découvert automatiquement les applications et il commence déjà à me les monitorer. C'est-à-dire que ici, je peux lancer l'explorateur de santé et il me dit effectivement si mon application déjà, elle est disponible ou pas disponible. Donc évidemment, la liste des applications que j'ai, c'est la même que je retrouve ici sur mon interface de management Tomcat. D'accord? Donc je retrouve les mêmes applications. Maintenant, le fait d'avoir fait aussi activer cette supervision en profondeur, ça m'a rajouté toute une partie de compteurs de performance. Alors je pourrais les retrouver ici lorsque je vais voir mon serveur Linux et que je veux afficher les données de performance. Donc ici, dans la liste des compteurs qui va apparaître, on va retrouver tous les compteurs de performance liés à mon environnement. Voilà, ici on les voit ici. Voilà. D'accord, donc de JVM. Cette partie aussi me permet, donc il y a un certain nombre d'un dossier qui a été créé automatiquement, qui s'appelle dossier performance, et qui m'affiche des données de performance. Alors là, c'est pareil, moi n'étant pas un développeur ni un spécialiste de ces environnements-là, mais pour en avoir discuté avec les gens dont c'est le métier, il me dit effectivement, ce sont des choses qui sont intéressantes à regarder. Donc juste, pareil, le temps que l'affichage se rafraîchisse. Donc on va retrouver des informations sur le garbage collector, sur le JIT compiler, sur le heap memory. Voilà. D'accord. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est fait de manière naturelle. Ça, c'est la supervision de base, une fois qu'on a importé les management packs et qu'on a configuré. Alors après, en termes de configuration, il n'y a pas grand-chose à faire. Éventuellement, donc, il faut créer juste un run as account, mais ça, c'est la même chose que pour la supervision des environnements Linux. Il faut donner deux comptes, un compte qui a des privilèges élevés et un autre qui a des privilèges assez bas. Ça permet donc du coup de pouvoir accéder à l'environnement que l'on souhaite monitorer. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller au-delà de la simple supervision qui est ici et on va essayer donc de créer des moniteurs. Alors, soit des moniteurs qui vont intervenir dans le calcul de l'état de santé, soit des règles qui vont permettre d'aller collecter des performances. Alors, pour ça, il va falloir directement connaître la structure de l'application, donc discuter avec les développeurs pour savoir quelles sont les valeurs qu'ils souhaitent remonter, quels sont les indicateurs qui pour eux sont pertinents pour l'application qu'ils ont développée pour définir que l'application elle est en bonne santé ou alors qu'elle est dans un état warning ou qu'elle est dans un état critique. Même chose pour les données de performance. Donc pour faire ça, dans la partie authoring, on a deux templates qui ont été rajoutés. Ça va arriver. Voilà. Ici, donc, on a deux templates. Un template pour la disponibilité et un template pour le calcul des performances. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on va les créer. Alors, on va pas aller jusqu'au bout, parce que je l'ai déjà créé, mais je vais juste montrer comment on l'a fait. Je vais créer ici un moniteur 3 états. Donc, un moniteur 3 états, c'est un moniteur qui va dire, OK, tout va bien, il y a un warning, ou alors, je suis dans un état critique. Pour ça, donc, j'utilise le template qui s'appelle donc Application Availability Monitoring. Alors, c'est pas évident avec les résolutions que l'on a. OK, donc je fais Next.
je lui donne un nom et je le mets dans un management pack qui va bien. Ici, il me remonte toute la liste des applications J2E qui sont monitorées. Donc, je retrouve mes applications Tomcat, mais j'ai aussi mes applications JBoss qui sont là. Donc, je vais prendre mon application exemple. Et à partir de là, je vais aller browser tous les mbins qui sont disponibles pour cette application. Donc ça, suivant l'environnement que vous utilisez, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y a moyen d'optimiser cette requête-là si on connaît directement la partie ici, GMX Query, qui va bien. Donc on pourrait mettre des mots-clés. Mais là, le mot-clé ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de monitorer les sessions actives. Voilà. Et donc là, j'attaque directement les mbins. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les sessions actives pour mon application exemple. Donc ça reste de l'environnement classique avec un template, donc c'est des clics à la souris. Alors là, je suis désolé, toujours pareil pour la résolution de l'écran. Mais en gros, ce que je vais faire ici, c'est que là, je vais définir quels sont les 3 indicateurs. Donc ici, c'est pour l'état en bonne santé, ici en warning et ici en critical. Je vais aller chercher les informations. Donc ce qui m'intéresse, on a dit que c'était les sessions actives. Et je vais dire, OK, si la session active... C'est un peu compliqué là. Si la session active, elle est égale à 0, alors, donc je suis en integer, donc je vais être en état en bonne santé. Donc là, je peux faire mon test, ok, ça marche, puisque j'ai aucune session active. Par contre, si ici, j'ai le nombre de sessions qui est égal à 1, je vais être en warning. Et de la même manière, après, si j'ai 2 sessions qui sont ouvertes, je vais lancer donc une alerte de type critique. Si je vais plus loin, après, ici, je pourrais configurer les paramètres d'alerte. Je vous rappelle que dans Opération Manager, je peux avoir des moniteurs qui influent le changement d'état. Donc du coup, dans mon affichage de changement d'état, je vais pouvoir passer d'un état vert, jaune ou rouge. Mais ce n'est pas forcé qu'un changement d'état me déclenche une alerte. D'accord? Donc ça, c'est dans la configuration du moniteur. Après, je peux dire, OK, s'il y a un changement d'état, alors déclenche une alerte. Donc une fois que c'est fait, je me retrouve ici donc avec mon moniteur de disponibilité de mon application. Ce moniteur de disponibilité de l'application, je l'ai affecté à mon application qui s'appelle exemple. Et maintenant, si ici je lance l'explorateur de santé, je vais retrouver mon moniteur en question ici. Avec plusieurs changements d'état, mais ça on va y revenir. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller lancer plusieurs applications. Et je vais voir, donc normalement, du moment que j'ai une session, je devrais passer en warning. Et si j'ai 2 sessions, je devrais passer en critical. Alors, je vais lancer ma première application. Application peu connue. Voilà. Donc, du coup, maintenant, si je fais rafraîchir la liste de mes applications sur mon environnement Tomcat, je devrais avoir donc ici une session qui est active. Et donc, après un certain temps, je vais avoir mon application ici qui va passer en warning. Le fait qu'elle passe en warning ici, dans mon moniteur, j'ai aussi demandé donc de déclencher une alerte. Donc normalement ici, ça devrait me déclencher une alerte. Toujours pareil. Hop. On va essayer de rafraîchir un coup. Hop. Voilà. Et évidemment, je vous garantis que ça marche. Effectivement, donc, ce sont des produits avec lesquels il faut prendre son temps. Du coup, je vais déclencher une deuxième session. Alors, par contre, pour déclencher une deuxième session, donc, je vais utiliser un autre navigateur, juste simplement la version 64 bits de IE. Hop. Et là, je vais lancer une autre application. Ouais, celle-là. Voilà, donc là, maintenant, normalement, je devrais avoir 2 sessions qui sont actives.
Donc j'ai bien mes 2 sessions. Voilà. Et ici, j'ai mon alerte qui a été générée. D'accord? Donc ça, c'est bien une alerte qui arrive du moniteur en question. Si je vais voir l'état de mon application, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Et là, mon application, elle est passée dans un état critique. D'accord? Donc elle a franchi les 2 niveaux le temps que je fasse la manipulation. Donc bon, maintenant, effectivement, si je ferme cette session-là et que je ferme aussi celle-là. Voilà. Après, si j'attends 1 ou 2 minutes et que je vais killer les sessions, après mon moniteur va revenir dans un état. Donc vous voyez que ça reste quand même assez simple de pouvoir mettre en place la supervision de ces applications. Là, par contre, à l'inverse de la partie .NET qui découvre automatiquement toute la chaîne et vous fait toute la supervision directement des transactions, là, il faut vraiment discuter avec les développeurs pour savoir ce dont ils ont besoin, ce qu'il faut remonter comme information dans leur application, soit pour le calcul de l'état de santé, soit pour le calcul de la performance. Maintenant, une fois que mon application elle est monitorée, mais du coup, je peux le faire rentrer dans un composant d'une application distribuée. Donc j'ai bien mon application ici, J2E. Je vais vous montrer le diagramme. J'ai fait une application distribuée toute simple où en gros je mets le serveur Linux, l'environnement Tomcat et mes applications. Donc tous mes composants. Et j'ai pas encore fait la partie JBoss. Hein. Donc voilà, tous mes composants ici sont monitorés, donc ça rentre comme n'importe quel composant qui est monitoré dans le cadre donc d'une application distribuée. Et de la même manière, je peux après créer ici un dashboard où je vais afficher par rapport à un SLA que j'ai mis sur cette application-là. Voilà, ici, le SLA de mon application. Donc vous voyez, ça reste donc dans la philosophie Opération Manager et finalement, en quelques clics et en peu de temps, on arrive à mettre en place toute la supervision de ces environnements-là. Donc la petite chose que je voulais vous montrer, c'est tout à l'heure, effectivement, on vous parlait de la partie web service. Ça, c'est mon environnement donc JBoss. L'avantage de JBoss, c'est que dans l'interface ici, on a accès directement à la liste des mbins qui sont disponibles. Donc si je prends ici jboss.jca et que je veux, typiquement le développeur il m'a dit ce qui est intéressant de superviser, entre autres dans ces environnements-là, c'est le pool de connexion. Donc c'est le pool de connexion actif et le pool de connexion en réserve. Il dit ça, ce sont vraiment 2 valeurs qu'il faut monitorer en permanence parce que du coup, si on dépasse le pool en réserve, forcément, on risque d'avoir des soucis au niveau de l'application. Et ça, là, c'est typiquement le nom du mbins qui m'intéresse. Du coup, ici, je peux faire une requête. Alors, c'est derrière ici le JMX Query. Je viens simplement remettre le nom du mbins que j'ai trouvé dans mon interface. Et ça va donc me montrer toute la partie qui est exposée par ce web service. Et entre autres là-dedans, je vais retrouver, voilà, typiquement le nombre de connexions qui sont disponibles. Je vais retrouver aussi le max, le nombre de connexions maximum autorisées. À partir de là, du moment que je connais le mbins, je vais pouvoir aller créer via la partie authoring, comme tout à l'heure, je vais pouvoir aller créer le compteur de performance qui pointe directement sur ces valeurs-là. Faut que j'arrête? Ou c'est bon? Bon. Voilà, donc j'espère que vous avez bien retenu tout ce que j'ai dit, parce qu'il y aura un petit quiz à la fin, avec éventuellement un petit goodies à gagner. Donc à tout à l'heure. Merci Jean-François. Donc le temps de passer le micro à Guillaume. Donc Guillaume, vous avez bien compris, il représente le côté développeur. Hein. Il est pas côté IT, il est côté développeur. Mais historiquement, il a quand même mis souvent les mains aussi dans la partie SCOM. Donc il a aussi une vision de la partie SCOM. Donc Guillaume, je te laisse la parole. Attends, je transfère l'écran. Voilà, c'est bon. Merci. Bonjour, je suis le développeur de cette session. Bienvenue. Donc, je vais vous parler effectivement du côté développeur. Moi, SCOM, très peu pour moi, mais bon, j'ai été obligé d'y mettre les doigts dedans, malheureusement. J'ai développé une application, mais moi, comme je développe pas, j'ai dû me forcer à faire des bugs. Et j'ai configuré le monitoring de cette application. Donc, je vais vous montrer l'application. C'est une magnifique application web qui va nous renvoyer des éléments d'une base de données. Voilà, ASP.NET. Avec un web service derrière qui va taper dans une base de données. Donc, je l'ai configuré avec APM.
Et donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que Yann a pu montrer tout à l'heure. Donc là, on le voit, j'ai une web app et un service. Et en fait, ici, on va pouvoir configurer pas mal de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que on peut y passer des heures. Mais globalement, en termes de monitoring au niveau des applications .NET, on a deux choses. On a d'une part la performance et d'autre part le monitoring d'exception. La performance, c'est relativement simple. C'est le fait de mettre un seuil, de fixer un seuil en millisecondes qui, s'il est dépassé, va déclencher une alerte au sens APM, c'est-à-dire va remonter des informations. Alors, pour les applications web, c'est relativement simple puisqu'on va considérer le temps d'exécution d'une page ASP.NET, le temps qu'elle soit générée et renvoyée au client. Il faut savoir que APM peut aussi monitorer d'autres choses. Ça peut monitorer des applications .NET, ça peut monitorer du SharePoint, on peut aussi monitorer du Beanstalk, etc. Ça a été rajouté dans le SP1. Dans Scom Nebuloz, on pouvait faire que des applications web, mais là, avec le SP1, on va pouvoir faire plein d'autres choses. Rapidement, effectivement, Yann a mentionné qu'on pouvait mettre des namespaces. Quand on veut rentrer un peu plus finement dans le monitoring, c'est là où finalement les IT vont devoir parler aux développeurs et inversement. Il va falloir effectivement préciser quels sont les namespaces de l'application .NET qu'on va vouloir monitorer. Parce que ici, moi, par défaut, j'ai mis tous les namespaces, c'est-à-dire que si j'ai ce qu'on appelle des entry points, c'est-à-dire des points où on va déclencher le chrono pour savoir si on dépasse le seuil, je peux préciser certains namespaces, c'est-à-dire que moi, dans mon application, j'ai tel DLL dans lequel je vais avoir des traitements métiers que je veux monitorer. À ce moment-là, je vais pouvoir rajouter directement le namespace ici en disant je veux le monitorer et je veux dire que c'est un entry point, c'est-à-dire que je veux que le chrono se déclenche pour voir si les perfs sont bonnes à ce niveau-là. Donc, on peut faire une liste plus ou moins détaillée de ce qu'on veut. On peut aller très très loin en termes de configuration par rapport à ça. On peut même aller jusqu'au niveau de la méthode, c'est-à-dire que si on a une méthode qui est très sensible pour l'accès aux données, par exemple, et qu'on veut la monitorer de manière fine, on peut aussi la fixer ici. On voit ici qu'on a en fait deux seuils. On va avoir le seuil de performance, donc threshold de ce seuil, et on va avoir le seuil de sensitivity, pardon, donc sensibilité en français. Pourquoi est-ce qu'on a deux seuils? Le premier seuil consiste à dire, si, en prenant le cas de mon application web, si mon application web, ma page met plus de 30 millisecondes à s'exécuter, à ce moment-là, je lève une alerte. Mais si ma page met moins de 30 millisecondes, par contre, si j'ai un accès à une ressource dite sensible, c'est-à-dire base de données, accès web service, file system, etc., donc ce sont des données sensibles, si jamais ces accès dépassent 20 millisecondes, mais que le temps global est inférieur à 30 millisecondes, je lève quand même une alerte. Ce qui fait on a deux seuils de monitoring qui permettent d'aller vraiment loin dans le monitoring. Donc ça, c'est pour la performance. Ensuite, on va avoir le monitoring d'exception. Au niveau des exceptions, on va avoir différentes catégories. Généralement, on va toutes les cocher, que ce soit des erreurs de sécurité, c'est-à-dire une connection string à une base de données qui n'est pas bonne, connectivité, ce qu'on n'a pas eu un timeout, etc., etc. Et là, on a deux options qui sont très importantes, qui sont est-ce que je veux monitorer les exceptions critiques ou est-ce que je veux monitorer toutes les exceptions? Une exception critique, c'est une exception qui n'a pas été managée dans le code, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire planter l'application. Donc ça arrive. Effectivement, on peut se contenter de ce niveau-là, ou alors on peut dire je veux monitorer toutes les exceptions, c'est-à-dire même celles qui vont être managées dans le code, c'est-à-dire si le développeur a mis un bloc try-catch dans son code pour attraper les exceptions, et bien même ces exceptions-là, on va pouvoir les attraper. Et en fonction du type d'exception, si on considère que l'exception est vraiment critique, à ce moment-là, on pourra la remonter, même si elle a été managée dans le code. Alors comment est-ce possible et surtout comment est-ce qu'on fait au niveau du code? Et bien en fait, il n'y a rien à faire. Pour la simple et bonne raison que l'agent de supervision va directement se plugger au niveau du framework .NET, c'est-à-dire de l'environnement d'exécution de .NET, qui s'appelle la CLR, et va utiliser les API natifs qui existent. Et donc, en fait, en tant que développeur, eh ben, c'est le rêve parce que finalement, moi, j'ai absolument rien à faire dans mon code pour que tout ce monitoring-là se mette en place. En fait, tout va être mis en place au niveau de l'OS avec les API du framework .NET qui sont mises à disposition. Donc voilà, donc ici j'ai fait une configuration, ça c'est les configurations par défaut. Après en fonction des composants, on va pouvoir overrider la configuration par défaut avec pour ma config pour chaque composant, etc. On peut aussi faire du client-side monitoring, c'est-à-dire pour le cas des applications web, ça consiste à monitorer le JavaScript. Donc je l'ai activé ici, très rapidement. Je vous montre en quoi ça consiste. On va pouvoir dire, ben voilà, moi je veux monitorer le chargement des images. Est-ce que je n'ai pas des liens cassés? Est-ce que je veux monitorer les exceptions de JavaScript et compagnie? Donc en fait, on peut faire pas mal de choses. On peut dire attention, rajoute les bons headers qu'il faut si on veut passer les load balancers, etc. Parce qu'en fait, ça instrumente du code. Ça instrumente le code en sortie et ça va rajouter du JavaScript directement dans les pages web en fait.
Donc voilà, donc j'ai configurer ça. Et en fait, moi, en tant que développeur, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement d'être averti, mais surtout de pouvoir récupérer les différentes informations qui ont été remontées par APM. Et donc pour ça, il y a une des consoles qui vient en plus de la console SCOM, qui est une console web, en fait, qui s'appelle Application Diagnostic, et donc qui va m'afficher pas mal d'informations par rapport à ça, c'est-à-dire toutes les informations qui ont été relevées par l'agent Avicon. Donc ici, on le voit, je vais pouvoir avoir différentes options qui me permettent de bien rechercher. Donc déjà, on va pouvoir regrouper les problèmes parce que je peux éventuellement avoir plusieurs fois le même problème. C'est le cas ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai une application web qui va appeler un web service qui lui-même va appeler une base de données. Et donc, j'ai essayé plusieurs fois mon application et on le voit ici, en fait, j'ai une erreur de performance sur ma page qui s'appelle orders.spx. Donc, c'est typiquement la page que vous avez vue juste avant. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Déjà, on me dit, voilà, l'exécution de ta page, voilà ce que ça a donné. Donc ici, voilà, c'est une page ASP. Et là, en tant que développeur, le premier truc qui m'intéresse, c'est ça. C'est que déjà, je peux récupérer pas mal d'informations sur l'environnement d'exécution. Je peux savoir quel a été le pass qui a été appelé, parce que je n'ai pas eu des paramètres qui ont été passés par la page. Je peux avoir l'adresse IP, le user agent, est-ce qu'on est dans Firefox, IE, etc. Ça peut aussi jouer dans le debugging. Donc déjà, ce sont des informations qui ont été récupérées automatiquement. En tant que développeur, il n'y a rien à faire. Et on le voit ici, j'ai tout mon arbre d'exécution finalement de ma page. Et on me dit, en fait, ici, il y a 35 millisecondes qui ont été passées dans Get Order Details. Et en fait, cette Get Order Details, c'est l'appel à un service WCF. Et ici, pour le service WCF, pareil, je récupère l'adresse du endpoint et je peux même récupérer les paramètres qui ont été envoyés à la méthode en question de mon service. Donc là, déjà, grosse plus-value pour faire le debugging, parce que est-ce que c'est un bug qui serait dû à des données mal formatées, etc. Là, on peut le découvrir immédiatement. Donc ça, c'est le premier truc qui est intéressant. On le voit, on a quelque chose qui est relativement simple à lire, et surtout, on n'a rien à faire, c'est directement en dispo. Ensuite, on a un autre onglet qui s'appelle les Similar Events. Les Similar Events, ça va permettre de lister tous les bugs qui ont la même origine. C'est-à-dire, grosso modo, si on charge plusieurs fois la page, on a le même bug. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Et donc, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'informations. Je peux naviguer dedans, voir quels ont été les différentes données qui ont été fournies, parce qu'on le voit, les temps ne sont jamais les mêmes. Donc, on peut parcourir ces événements-là pour avoir un petit peu plus d'informations sur l'origine du bug. Donc ça, c'est les problèmes qui sont similaires à celui-là. Ensuite, on va avoir 3 minutes. Ah ouais. OK. Donc ensuite, je vais avoir les related events. Les related events, ce sont les événements qui se sont produits à peu près au même moment que celui-là, mais qui n'ont pas forcément de rapport. Pourquoi est-ce qu'on met ça? Peut-être parce que, tout simplement, le serveur SQL est tombé et que, finalement, l'erreur que j'ai sur cette page-là, je l'ai eue sur toutes les autres pages. Donc, auquel cas, je ne vais pas me prendre la tête à essayer de corriger ce problème-là, alors que c'était un problème de connectivité. Et surtout, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est ça. C'est la chaîne, c'est les dépendances applicatives. Donc là, on le voit, moi, j'ai appelé une page qui s'appelle orders.spx, qui a appelé un web service. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que si je clique là-dessus, il va me dire, en fait, je peux te donner la version serveur, puisque le serveur, c'est-à-dire côté service, puisque finalement mon application web est le client de mon service WCF, tu peux récupérer l'exécution côté serveur, c'est-à-dire côté service WCF. Ah, tiens, c'est sympa ça. Hop. On va pas prendre celui-là alors. On va venir directement ici. Voilà, là en fait, ici je suis côté serveur. D'ailleurs, on le voit ici, c'est marqué server-side. Sur l'autre, j'avais marqué client-side. Et là, pareil, en fait, je vais pouvoir savoir ce qui s'est passé. Donc, mon service WCF, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une requête link. Pareil, je peux récupérer les arguments qui ont été passés au niveau de la requête. Je peux aussi récupérer toutes les valeurs des membres de l'objet en question. Donc, c'est-à-dire plus que la méthode dans laquelle je suis, je peux récupérer toutes les valeurs de l'objet en question. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les développeurs. Pareil, je peux récupérer ici la procédure stockée qui a été exécutée, que j'ai invoquée au niveau du serveur SQL, etc., etc. Donc, puisqu'il me reste 3 minutes... puisqu'il me reste 2 minutes. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, cette console, elle est très complète. Il y a pas mal de choses. Je vais vite fait vous montrer autre chose ici. C'est que ça va me lister mes applications. Et si je viens sur le détail d'une application, je peux récupérer déjà le listing de tous les problèmes qui concernent cette application-là. Et je vais aussi avoir différents
donc trend report, je vais avoir les différents compteurs de perf qui ont été capturés automatiquement. Ça aussi, c'est de la donnée supplémentaire pour pouvoir faire du debugging, comment se comporter le serveur, etc. Et aussi au niveau des serveurs sur lesquels on est exécuté, je peux récupérer d'autres informations. Bon, j'en ai pas énormément. Et en termes de topologie, je retrouve encore la même topologie, à savoir, ben voilà, moi j'ai monitoré tant d'événements sur le côté client et tant d'événements sur le côté serveur. Il y a une autre application, il y a une autre console qui est très intéressante, c'est l'Application Advisor. Donc là, ça va être plus à destination des chefs de projet ou même des directeurs de projet. Le principe, c'est de faire un petit peu des métriques sur les différentes applications qu'on peut avoir qui sont monitorées par APM. Donc là, en fait, ce sont des rapports qui sont... Tout est en base de données, donc on tire des rapports avec Reporting Services. Et voilà, ça a donné ce genre de petit rapport qui va classifier un petit peu les informations par rapport à mes applications. On va attendre que ça s'affiche. Ça, c'est pas décompté du temps. C'est bon? Ok, c'est cool. Et donc, ça nous donne ce genre de choses qui nous dit, voilà, la répartition par type d'erreur qu'on peut avoir. Est-ce que c'est surtout des bugs? Est-ce que c'est surtout des erreurs de connectivité, etc. Le top 5 des gros bugs, hein, donc ceux qui interviennent le plus souvent. Donc, ben voilà, moi, c'est ma page order ASPX qui plante le plus souvent. Hein, on voit que ça a apparu 29 fois. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va avoir des métriques, des résumés de métriques qui vont être intéressantes pour savoir quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent et auxquels il faut s'attaquer en premier. Il y a énormément de rapports qui peuvent être tirés de cet advisor. C'est super intéressant, ça peut être une mine d'informations très intéressante, notamment quand on croit qu'un bug finalement vient de notre côté client JavaScript. En fait non, ça peut être côté serveur et les rapports peuvent aussi aider à ça, à dire mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'on a ce genre de problème, on a aussi ce genre de problème. Donc tout ça pour dire qu'en tant que développeur, c'est intéressant. Cette console, c'est une console basée web, donc effectivement, il y a l'interaction avec TFS qui va être intéressante, mais on peut aussi avoir cette console qui peut être mise à disposition pour pouvoir récupérer des infos directement en direct des environnements de prod. Voilà. Les développeurs aiment. Les développeurs aiment APM. Merci Guillaume et merci à tous. Donc vous avez vu en fait l'objectif de cette session, c'était de vous présenter tant la vision du côté on voit bien, c'est du côté de l'IT et aussi le volet développeur. Donc vous avez bien compris l'utilisation des deux consoles. Du côté IT, on utilisera plutôt la console Opération Manager et du côté du développeur, il accédera directement en fait à la partie web où je vous disais en fait il y a un nouveau module qui est installé en même temps que le serveur SCOM et c'est là-dessus qu'était connecté Guillaume. Le volet reporting qu'il montrait a été aussi en parallèle réintégré dans les rapports de SCOM. Donc on peut le voir des deux côtés. L'intérêt étant que lui a accès simplement via des accès web aux deux, la console de debugging qui vous a montré, et puis derrière les rapports. Mais ces rapports-là, vous les retrouvez aussi dans SCOM. Et on retrouve les alertes de base dans SCOM. Parce qu'en général, le détail de l'alerte, effectivement, cause moins à l'IT qu'au développeur. Donc on laisse dans SCOM le côté détail fin. Et quand vous cliquez sur le petit bouton que Yann vous avait montré mort, vous avez le détail. Bon, après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Moi, ça me parle pas et je le passe au développeur, il s'en débrouille. Merci en tous les cas à vous trois. J'ai mis la page à Jean-François. Allez, petite question donc. Comment s'appelle ce module? Non mais toi tu triches. Alors question subsidiaire, que veut dire GSM? Vous avez gagné l'outil indispensable de l'IT. Bravo. Deuxième question, donc comment s'appelle l'application développée par Microsoft qui permet d'exposer au format XML les MBeans? Non. C'est bien essayé. Oui, qui c'est qui a dit SpyBean? Cadeau. Un petit goodies. Voilà, donc si vous avez des questions, on est à votre disposition. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Merci.